d'abord, quelques éléments d'analyse sur la situation des marchés tels qu'on l'a décrit en ce moment. Kevin Tauzet est à mes côtés en plateau, membre du comité d'investissement de Carmignac Gestion. Bonjour et bienvenue Kevin. Bonjour. Effectivement, pluie de records boursiers, on en parle tous les jours dans cette émission. Ceux qui nous suivent savent effectivement ce qu'il se passe en ce moment. Des records aux États-Unis, au Japon, en passant par l'Europe. Est-ce que ça veut dire que pour l'instant, les investisseurs sont dans un schéma où les bonnes nouvelles macroéconomiques, microéconomiques sont vues comme de bonnes nouvelles sur le plan de l'investissement? Et qu'est-ce qu'on peut dire des risques attachés à cette situation de marché? Quand j'entends risque, je parle d'aussi bien de risques positifs que de risques négatifs quand on regarde un peu fondamentalement la situation des marchés, mais également techniquement. Ouais. Alors il y a plusieurs choses. C'est vrai que on en a parlé de nombreuses fois à cette antenne, ce fameux conte de fées qui se déroule devant nous, c'est-à-dire qu'on a des bonnes nouvelles sur le front économique et pour autant, sur le front de l'inflation, on a des pas si mauvaises nouvelles que ça, c'est-à-dire que la trajectoire des inflations, on peut se poser la question de est-ce que le marché est un peu trop optimiste sur ces anticipations de désinflation, mais pour autant, la désinflation, elle est là. Et ça fait quand même un cocktail tout à fait favorable pour les marchés d'actifs risqués, d'autant plus qu'on a quand même des poches de cash records, alors qu'ils commencent à se déployer, qui continuent de se déployer semaine après semaine, plus aux États-Unis qu'en Europe, mais pour autant, ces trois facteurs-là, résilience économique, désinflation et beaucoup de cash à déployer, ça fait quand même une bonne recette pour les marchés d'actifs et les marchés d'actifs les plus risqués. Alors il y avait quand même plusieurs zones de risque. Alors une qu'on a commentée de nombreuses fois, c'est qu'en décembre dernier, la Fed nous disait 3 baisses de taux, le marché disait 7. Bon. Les marchés ont très bien performé dans ce sillage-là. On a une vraie détente des conditions financières, qui elles aussi ont un impact positif sur la croissance économique. Et puis là, on a eu un durcissement des conditions monétaires, avec plusieurs baisses de taux qui ont été effacées. Et pour autant, les marchés ont bien performé. Donc, l'autre seuil à franchir, c'était les résultats d'NVIDIA. Ça aurait pu être... Pas les résultats d'entreprise, les résultats d'NVIDIA. Et on a vu ce qui s'est suivi derrière, c'est-à-dire qu'on a une vraie une prolongation de cet environnement de performance, notamment sur les marchés d'actifs risqués et notamment sur les marchés d'actions. Donc ça, c'est le point de départ. Je crois que ce qui est important, c'est est-ce qu'on a les conditions nécessaires pour voir, un élargissement des moteurs de performance, et notamment sur ces marchés d'actions. Techniquement, on dit souvent quand même que les records sont faits pour être battus et que partant de sommets boursiers qui peuvent parfois donner un sentiment de vertige, évidemment. Je rappelle que le Nasdaq, par exemple, vient simplement de revenir sur son sommet, franchit son sommet de novembre 2021. Enfin, je veux dire, on a quand même beaucoup baissé aussi sur le Nasdaq entre 2022 et 2023. Un exemple parmi d'autres. Le Japon, c'est un gap de 34 ans qui vient d'être compensé par le Nikkei. Techniquement, est-ce que c'est quand même une situation favorable? Et quand on essaye de regarder le positionnement des investisseurs, est-ce que les investisseurs sont en retard sur cette hausse de marché, Kevin? Alors oui, ils le sont toujours. C'est-à-dire que ce qu'on a vu, c'est pas des petites sommes. C'est 1500 milliards de dollars qui sont entrés dans les marchés monétaires aux États-Unis. En zone euro, si je regarde des catégories type Morningstar, ce qu'on peut voir, c'est qu'on a 300 milliards d'euros qui sont entrés dans des fonds monétaires. Le livret A, c'est 30 milliards. On a la même chose en Italie, en Espagne, etc. Donc oui, je crois qu'il y a encore de la place. Et puis les investisseurs, on le sait, ils sont appâtés par quoi? L'envie d'avoir un gain important, et puis les craintes, et parfois les craintes de passer à côté d'une hausse de marché, le fameux FOMO. Dans ce contexte-là, ce que nous on met en place chez Carmignac, c'est qu'on essaie de diversifier nos expositions. Alors l'intelligence artificielle, c'est une thématique d'avenir. Je ne crois pas qu'il y ait un risque sur la trajectoire de résultats. On s'attend encore à ce que de nouveaux records soient battus trimestre après trimestre. Pour autant, le risque, c'est que les investisseurs, ils extrapolent ces taux de croissance absolument faramineux qu'on a pu voir, 15, 20, 30% ad vitam aeternam sur certains acteurs du secteur. Et c'est plus ça qui pose question, donc plus les valorisations. Comment est-ce qu'on peut diversifier ces positions-là? Typiquement, sur cette thématique de l'intelligence artificielle, il y a plein de valeurs, et pas que des valeurs américaines qui en bénéficient. Pas très loin de chez nous, on a une entreprise comme ASML, mais aussi des semi-conducteurs, qui bénéficient là aussi, on va dire, de chaînes de production sur les semi-conducteurs qui sont plus proches de nous géographiquement, qui va bénéficier aussi de ce renouveau du cycle d'investissement dans les semi-conducteurs. On a un acteur un peu plus à l'est, à Taïwan. On a Taiwan Semiconductor, TSMC. Le fondeur mondial. 55% de part de marché. C'est le premier
client de Nvidia. Ouais. Ou plutôt l'inverse d'ailleurs. Oui. Et pour autant, quand on regarde les valorisations, qu'on regarde des ratios type cours sur bénéfice, valeur d'entreprise sur marge d'EBIT, on a des niveaux de valorisation qui sont 2 à 3 fois inférieurs à ceux de Nvidia et d'AMD. Mais ça veut dire que la diversification au sein de ce thème de l'IA dont on parle, Kevin, ça reste quand même sur des acteurs très tech, très hard tech, positionnés quand même très en amont dans la chaîne de valeur, ou est-ce qu'il y a quand même l'idée, et c'était un peu le sens du discours de Jensen Huang, le patron de Nvidia la semaine dernière, quand il dit le Gen AI arrive au tipping point, c'est le point de bascule où justement mes seuls clients, alors 40% de mes clients sont encore les GAFA aujourd'hui, mais ce ne sont plus mes seuls clients qui dépensent aujourd'hui plusieurs milliards pour s'équiper justement en puissance de calcul. On en voit dans la santé, on en voit dans les services financiers, on en voit dans l'automobile. Est-ce que là aussi, le thème de l'IA commence à rejaillir sur d'autres secteurs dans lesquels on pourrait investir en se disant, tiens, il va y avoir un gain lié à l'IA pour ces secteurs-là également? Oui, donc là aussi, les gains de productivité, on les projette plutôt très loin quand on fait des études et des études économiques. Pour autant, on a vu certains acteurs technologiques qui ont déjà pointé du doigt qu'eux, ils avaient des gains de productivité, qu'ils arrivaient à embaucher un peu moins de personnes, avoir une masse salariale un peu moins importante parce qu'ils utilisaient l'IA. Et ça, c'est déjà arrivé. Il y a des évidences de terrain déjà aujourd'hui. Tout à fait. Ouais. Donc ça, c'est clairement un facteur. L'autre, c'est que, comme vous le soulignez très bien, il faut regarder la demande finale et dans quel état se portent les clients d'NVIDIA, et ces GAFAM, elles se portent plutôt bien. Alors Tesla, on peut se poser la question, mais si on a bien cette résilience de l'économie et cette résilience de l'économie américaine, on peut tout porter à penser que, oui, on aura encore une demande soutenue pour des semi-conducteurs. Donc ça, c'est une façon de se diversifier. On peut le faire différemment. On peut aussi investir, on se diversifier sur d'autres régions. Oui. Alors, on a parlé un petit peu de l'Europe. On peut le faire aussi. On a parlé un petit peu de l'Asie dans le secteur technologique, mais on peut le faire avec d'autres économies. Je pense au Mexique, je pense au Brésil, par exemple, qui sont là aussi des pays qui ont des taux de croissance qui sont tout à fait attractifs, et notamment si on se projette dans l'avenir. Le Brésil, c'est la superpuissance des matières premières des années à venir. On a entre 8% de l'économie brésilienne, donc du pays brésilien, qui dépend de l'agriculture. Ça, c'est en direct. Indirectement, c'est 30%. Quand on pense que en Europe ou en France, il y a une récolte par an, au Brésil, parfois, il y en a 3. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été réalisés dans ce secteur-là. Pareil sur le pétrole. Aujourd'hui, le Brésil produit à peu près 3 millions de barils au jour. Ouais. D'ici 2029, ce sera 5. Donc on comprend bien toute cette dynamique qui se met en marche. C'est très positif pour la croissance. Et au Mexique, on a des taux d'investissement qui sont absolument faramineux. C'est à peu près 10% de points de PIB sur les prochaines années. Donc là aussi, quand on va chercher des investissements actions, qu'on va acheter de la croissance future, eh bien, je crois que c'est des endroits où on peut se déployer. Donc ça, c'est sur la partie opportunité. Ouais. Et cette diversification, c'est plus qu'un vœu, c'est une vraie réalité aujourd'hui. La semaine dernière, ce qui était très intéressant d'un point de vue presque cognitif, c'est que tout le monde s'est focalisé sur les résultats de Nvidia, et évidemment il fallait le faire. Mais quand on regarde l'ensemble des performances mondiales sur la semaine écoulée, le S&P fait 1% plus, on fait 2 fois mieux sur l'Eurostoxx, et on fait peut-être 3 fois mieux sur un indice actions émergentes. Ouais. C'est-à-dire qu'il commence à y avoir quand même de la surperformance sur des actifs émergents en l'occurrence, qu'on n'a pas observé depuis un moment quand même. Tout à fait, c'est que là aussi, je mentionnais ces 3 ingrédients pour avoir une recette de marché financier en hausse. On peut en ajouter un quatrième, qui est l'arrêt du cycle de hausse des taux, voire les prémices, ou en tout cas les anticipations de baisse des taux à venir. Et là aussi, ça donne quand même beaucoup de visibilité sur beaucoup d'acteurs, sur beaucoup de segments de marché qui ont très largement souffert de cette remontée des taux d'intérêt, et puis cette remontée des taux d'intérêt dont on ne voyait pas la fin. Et on peut penser aussi aux petites et moyennes entreprises, par exemple, qui pourraient en bénéficier. Donc ça, je pense que c'est un facteur qui est important. Il y a quand même un facteur de risque aussi, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, on parle de la résilience de l'économie américaine. Le risque, il est peut-être plus qu'on ait une réaccélération de l'économie mondiale que, on va dire, une dégradation de la conjoncture économique. Je rappelle, on partait sur l'idée de 1,5% de croissance aux États-Unis cette année. Je pense qu'avec l'acquis de croissance estimé du premier trimestre, on y est déjà quasiment. Ça, donc si on regarde les indicateurs coïncidents, le fameux nowcast de la Réserve fédérale d'Atlanta, on a 3% de croissance là aujourd'hui aux États-Unis. C'est bien plus que le potentiel. Donc ça, c'est un vrai risque pour les marchés. Pour l'économie, c'est une bonne nouvelle, mais pour les marchés, c'est un vrai risque. D'autant plus que
il y a quand même, quand on regarde là aussi des indicateurs de quelles sont les anticipations d'une résilience de l'économie et donc une résilience des trajectoires de prix, on a quand même une très faible prime. Il y a un indicateur qu'on aime bien regarder, qui sont les anticipations d'inflation dans les instruments obligataires et dans les instruments obligataires liés à l'inflation. Ce que disent ces marchés-là, c'est qu'en moyenne, sur les 10 prochaines années, on aura une inflation moyenne de 2,3%. C'est à 10 points de base près ce qu'on a eu sur les 30 dernières années. C'est un copier-coller du passé, quoi. Exactement. Et donc, je crois que ça veut bien dire quelque chose. Ça veut bien dire que ce risque-là, il est quand même très largement sous-anticipé par les opérateurs de marché. Donc là aussi, je crois que la diversification, elle est très importante, et notamment se diversifier de valeurs qui sont très, très chèrement valorisées. Du point de vue obligataire, ça veut dire que des indexés inflation, c'est intéressant là pour vous aujourd'hui ? Oui, tout à fait. On préfère des taux réels à des taux nominaux, donc on préfère acheter des obligations indexées à l'inflation que des obligations traditionnelles. Classique, sur les marchés du crédit, là aussi, on a toujours un portage qui est attractif. Par contre, quand on investit sur ces marchés du crédit, je crois qu'il faut investir sur des valeurs, sur des secteurs, sur des segments de marché qui savent faire avec un coût du capital plus élevé, parce qu'il y a bien ce risque-là. Qu'est-ce qui se passe si la Fed n'a pas besoin de baisser ses taux en juin, comme l'estime le marché aujourd'hui ? C'est le point de départ consensuel en ce moment. Si même elle n'a peut-être pas besoin de le faire en juillet, mais plutôt en septembre. Qu'est-ce qui se passe alors pour les marchés, et qu'est-ce qui se passe du côté zone euro et du côté de la Banque Centrale Européenne ? Est-ce que c'est un schéma et un scénario alternatif peut-être auquel il faut réfléchir aujourd'hui ? Là aussi, on dit qu'on préfère chez Carmignac les taux réels aux taux nominaux. Peut-être qu'il faut mieux avoir des taux européens que des taux américains dans un portefeuille aujourd'hui. Parce que là aussi, quand on regarde les anticipations de marché, celles que vous soulignez, elles sont un peu de choses près, à peu près identiques entre les États-Unis et la zone euro. Le point de départ en termes de croissance, c'est pas tout à fait le même. On le dit, aux États-Unis, il y a une économie qui croît très fort au-dessus du potentiel. En zone euro, on va rentrer dans la deuxième année où on flirte avec la stagnation économique. Donc c'est plutôt comme ça, je crois qu'il faut le voir. On a quelques points techniques, notamment sur des taux un peu plus longs, sur du 10 ans américain, qui seraient susceptibles de remonter si ces anticipations de baisse de taux sont encore une fois décalées dans le temps. On nous dit attention, on a vu quoi, 4,30, 4,35 sur le 10 ans la semaine dernière. Attention, parce qu'après c'est 4,50 et de 4,50, il n'y a qu'un pas pour revenir à 5% sur le 10 ans américain, comme on le voyait en octobre dernier. 4,50, 4,60 sur le 10 ans américain, 2,50 sur le 10 ans allemand, c'est sans doute des points techniques qui amèneront, on va dire, là pour le coup, une respiration sur ces marchés d'actifs risqués. Donc c'est bien ça qu'il faut regarder, et il faut bien sûr que l'attention, elle se déporte de ces marchés de taux d'intérêt pour qu'on ait justement cette diversification qui se mette en place sur les marchés d'actions. Un mot du Japon, on va en parler dans une seconde à l'occasion de la lettre aux actionnaires de Warren Buffett. Est-ce que ça reste un marché chaud ? Est-ce que le momentum du marché action japonais, notamment, reste intéressant pour vous aujourd'hui, revenu sur ces niveaux d'il y a 34 ans ? Oui, je crois. Je me dis qu'on va en parler dans quelques minutes, mais ce qui ressort de cette lettre de Warren Buffett, vu de son expérience et de son historique de performance... Ça s'écoute ? Ça se lit, ça se regarde. Il dit deux choses. Il dit qu'il n'a jamais eu autant d'actions japonaises dans un portefeuille, et il dit qu'il n'a jamais eu autant de cash dans un portefeuille. Donc il dit qu'il ne peut pas forcément se redéployer sur les marchés d'actifs risqués et sur les marchés d'actions américains. Par contre, il vous dit qu'il est tout à fait confortable à avoir une telle exposition au marché d'actions japonaises. Je crois que oui, il y a un vrai cas d'investissement sur le Japon. C'est une thèse qu'on défend depuis un peu plus d'un an maintenant. Là aussi, vous parliez des chiffres d'inflation de la semaine. On a une inflation japonaise qui va être publiée. Oui, on parle d'inflation au Japon, oui. Tout à fait. Et ça, là aussi, c'est-à-dire que les salaires au Japon, ils n'ont pas bougé. En dépit d'une devise qui s'est largement dépréciée, en dépit de politiques migratoires très contrôlées, très fermées. Ce qu'on pourrait voir, c'est justement qu'on ait cette dynamique inflationniste qui se met en place, qu'on ait enfin des salaires qui pourraient accélérer. Et ça veut dire que l'inflation, c'est pas toujours une mauvaise nouvelle, ça peut aussi être une bonne nouvelle qui peut-être fera bouger la Banque centrale japonaise. On le souhaite avant juin, parce que là aussi, la baisse du yen japonais, ça a eu un vrai impact négatif sur la croissance économique japonaise. Et ça pourrait amener, on va dire, un yen sur des niveaux plus élevés, et ça pourrait raviver l'appétit des investisseurs pour ces actions japonaises qui, en plus de ça, ont très très bien marché. Un yen un peu plus élevé, c'est pas forcément négatif pour les marchés japonais. Quand on voit le niveau du yen 150, par rapport à sa valeur 1,5, il y a quand même de la marge pour pouvoir absorber ça. Merci beaucoup Kevin. Kevin Tozek qui est avec nous pour ce tour d'horizon des marchés et des stratégies d'investissement qui sont mises en place aujourd'hui chez Carmignac Gestion, membre du comité d'investissement de Carmignac.